Au cours de l'automne 1990, à Sun Prairie, dans le Wisconsin, 3 étudiants, John, Elliot et sa petite amie Catherine, se réunirent pour jouer avec une vieille planche Ouija trouvée dans un grenier. Ellie et John partageaient le même goût pour les films et les livres d'épouvante, les jeux de rôle et le paranormal. Ils étaient tous les deux écrivains, et Ellie se montrait particulièrement prolifique. Ces histoires avaient tout un point commun, elles étaient sordides. Diplômé en folklore, il aimait la culture gothique, les biographies des tueurs en série et il était un chasseur de fantômes passionné et enthousiaste. Il avait passé de nombreuses heures à traîner dans les cimetières, les maisons hantées et les églises satanistes en compagnie de médiums, de wiccans et de sorciers, mais à son grand regret, jamais il n'avait rien vu d'inexplicable. John étudiait la philosophie, le mysticisme et les travaux de Joseph Campbell. Catherine était une jeune femme sensible, anxieuse et facilement impressionnable. John et Ellie avaient dû la supplier pour qu'elle accepte de participer à leur expérience. Ils étaient très excités à cette idée. Ils pensaient que l'effet idéomoteur inconscient attribué au mouvement de la planchette n'expliquait pas tous les phénomènes observés lors des séances de Ouija. Ils espéraient arriver à communiquer avec l'esprit d'un défunt, quelqu'un dont ils ne sauraient rien et dont les détails de l'existence pourraient être vérifiés. Ainsi, ils prouveraient l'existence de la vie après la mort. Pour notre première séance, nous avons tout orchestré comme un rituel mystique. La lueur des bougies projetait des ombres dansantes alors que nous plongions la pièce dans une obscurité presque totale. Le requiem de Mozart enveloppait l'espace d'une musique funèbre, créant une atmosphère irréelle. Fingère posée sur la planchette Ouija, Catherine et moi avons ressenti une tension électrique dans l'air. Les secondes semblaient s'étirer, les bougies vacillaient, mais la planchette restait immobile. Un silence pesant régnait jusqu'à ce que des murmures énigmatiques nous parviennent. Des messages sur le nouvel âge, l'amour, les vibrations élevées. Progressivement, nous avons établi un contact avec des entités distinctes, chacune avec sa personnalité unique. L'esprit du Ouija se manifestait comme un guide entre les mondes, contrôlant les interactions avec 8 entités spécifiques, nous avertissant de forces plus sombres. À ma demande, nous avons testé les limites de cette connexion. Les yeux bandés, dans une pièce plongée dans l'obscurité totale, les entités persistaient à nous parler. Les expériences se sont multipliées, mais aucune n'a ébranlé la cohérence de leurs réponses. Chaque interaction était une plongée plus profonde dans l'inconnu, une danse avec des forces qui semblaient transcender notre réalité. L'esprit du Ouija, notre guide spectral, tricotait un lien mystique entre notre monde et celui de l'au-delà. Chaque session était un pas de plus dans une réalité surnaturelle, défiant nos croyances et plongeant nos esprits dans une mer d'énigmes. Après quelques semaines de séances, nos cahiers étaient remplis de réflexions profondes, mais l'enthousiasme initial avait cédé la place à la monotonie des monologues et des entités. Mon esprit curieux persistait, et je ne pouvais m'empêcher de questionner les entités sur la possibilité de parler à un esprit défunt. Ellie partageait ma fascination et insistait pour que les entités lui révèlent davantage. C'est alors qu'elles mentionnèrent le Bye Bye Man, un esprit sinistre qu'elles refusaient de laisser entrer dans leur conversation. Intriguée, j'ai voulu en savoir plus, mais Catherine, marquée par des expériences terrifiantes dans sa vie, avait développé une peur profonde. Elle refusait catégoriquement de communiquer avec quelque chose d'aussi sombre. Ellie et John ont tenté des séances sans elle, en vain. Pour la faire revenir, nous avons dû faire un compromis. Promettre de ne pas parler directement au Bye Bye Man, mais essayer d'obtenir des informations utiles des autres entités. Elle a fini par accepter à contre-ségur. Cependant, quand nous avons essayé de questionner les entités, elles ont toutes refusé de répondre. Un silence pesant s'est installé, la planchette restant immobile. John a eu l'idée de changer de planche, passant à un modèle commercial, mais sans succès. Le retour à l'ancienne planche a été marqué par l'acceptation de l'esprit du Ouija de nous conter l'histoire du Bye Bye Man. En 1920, à Algiers, en Louisiane, un garçon était né albinos. Sa peau était blanche,
tout comme ses cheveux, et ses grands yeux clairs reflétaient le ciel. Il était étrangement beau. Ses parents, dont personne ne savait rien, l'avaient abandonné à la naissance et il avait été confié à l'orphelinat local. En grandissant, le garçon s'était révélé difficile et il avait commencé à se montrer violent. Certains enfants le craignaient, d'autres le tourmentaient, il n'avait pas d'amis. Il avait essayé de s'enfuir de l'orphelinat à plusieurs reprises, mais il avait toujours été retrouvé et ramené. Une nuit, il avait poignardé une infirmière avec une grande paire de ciseaux et plus personne n'avait jamais entendu parler de lui. Il vivait comme un vagabond, suivant les lignes de chemin de fer et sautant de train en train pour se déplacer. Laissant libre cours à ses instincts, il avait commencé à tuer au hasard de ses rencontres. Des cadavres horriblement mutilés avaient été retrouvés dans tout le pays, ou tout du moins dans le sud. Des rumeurs avaient alors commencé à courir sur un albinos qui était souvent observé sur les lieux du crime, le long des voies ferrées. Il était devenu une légende, une sorte de monstre dont on chuchotait le nom. Les témoins, pour la plupart des employés du chemin de fer, parlaient d'un homme, mais était-il encore humain, au visage livide, aux longs cheveux blancs et aux lunettes noires? Il était toujours habillé de la même façon. Il portait toujours, été comme hiver, un grand manteau de pois et un chapeau à large bord. L'un de ses poignets était agrémenté d'un tatouage et dans sa main, osseuse et blanchâtre, il tenait un sac à bandoulière. Il lui servait à transporter les langues et les globes oculaires prélevés sur ses victimes. Au fil du temps, sa vue s'était détériorée. Il était devenu aveugle et il avait commencé à développer certaines capacités psychiques. À chaque fois que quelqu'un pensait à lui, ou disait son nom à haute voix, alors il l'entendait et il prenait le train pour se rapprocher de lui. Leurs pensées le guidaient comme un phare dans la nuit. S'ils arrêtaient de penser à lui, alors il les perdait. Pour l'aider dans sa tâche, il s'était fabriqué un compagnon, cousant littéralement les langues et les globes oculaires ensemble. Il avait réussi à lui donner vie grâce à ses connaissances en magie noire, ou peut-être en vaudou, personne n'en était sûr. Il l'appelait le Gloomsinger. Quand il arrivait dans une ville où il avait été appelé, le Bye Bye Man envoyait son chien maléfique sur le malheureux qui avait pensé ou parlé de lui. Certains ne savaient même pas d'où il connaissait son nom. Une fois sa proie localisée, le Gloomsinger se mettait à siffler d'une manière particulière pour prévenir son maître. Il était ses yeux. L'épouvantable créature se détériorait en permanence et le Bye Bye Man devait tuer sans cesse pour se procurer les langues et les globes oculaires nécessaires à sa restauration. « Où est le Bye Bye Man maintenant » demanda un soir Ellie. « Chicago » lui répondit aussitôt l'esprit du Ouija. « Il vous connaît. Il se rapproche. »